parce que c'est au scénario. Parce qu'en fait, jusque-là, c'est moi qui scénarisais toute l'histoire. Ah bah voilà, décidément, c'est l'humiliation. Les auteurs, les voilà. Comme ça sera beaucoup plus clair. Voilà. Alors, il faut préciser que c'est payant, on paye pour lire ça. Voilà, et l'idée, c'était d'être dans un projet autonome, considérant le travail qui est demandé et le type de support qui est nécessaire. En fait, c'est sur abonnement. Et tout l'enjeu était de trouver un type de niveau d'abonnement qui soit pas insultant qui permette en fait d'être plus qu'abordable. L'idée c'est d'avoir ces prix qu'on peut pas refuser. Et là en l'occurrence on est à 2,79 € par mois. Voilà, donc alors, je dis toujours que c'est 100 pages de bande dessinée par mois pour le prix d'un demi. Et voilà, enfin, c'était pour essayer d'arriver à faire en sorte qu'on puisse rémunérer les auteurs, tout en ne vidant pas la poche ni le budget achat bande dessinée des lecteurs. Voilà, avec évidemment un tarif semestriel ou un tarif annuel. Voilà. Et puis, je ne sais pas quoi dire. Bon, je pense qu'on va passer maintenant à une autre expérience de multi-auteur, on va dire, parce que je pense que c'est vraiment le point commun entre Thomas et le projet Vampire, de mener de concert, on va dire, entre Louis-Antoine Dujardin et Laurent Tolleron. Donc, je vais vous laisser faire la présentation de votre projet. Donc, Vampire, publié aux éditions Dupuis, et puis également sur la télé. Donc, expliquez-nous votre aventure. Bonjour. Alors, moi, je découvre. Hein. Je suis un néophyte complet dans la bande dessinée et dans cet univers, et je découvre plein de choses et je passe un très très agréable moment depuis hier parce que je vous entends tous parler et c'est vraiment passionnant. Moi, je viens de la fiction et donc c'est mon domaine d'intervention, la fiction live en cinéma ou en télévision. Et en l'occurrence, là, on a fait une série, une collection. C'était la deuxième année qu'on la faisait, qui est une collection de films de genre. Donc, quand on dit genre en France, en fait, on parle d'horreur, de thriller, de fantastique. Donc des choses qui ne sont pas forcément grand public. Tout le monde n'aime pas ce style de film. Pour lancer cette collection, je me suis dit que la meilleure des solutions, il lance le... D'accord. Bon, moi, je me tais, alors, c'est ce que je dis. Je reprends. Merci, Louis-Antoine. Et donc... pour faire, je dirais, passer du thriller ou du genre à la télévision, je me suis dit, et à l'époque je travaillais avec quelqu'un qui connaît beaucoup le milieu de l'édition littéraire et de la bande dessinée, qui s'appelle José-Louis Boquet. Je suis allé voir mon ami José-Louis Boquet, je lui ai dit, José, j'ai une idée, ça serait que pour faire passer le genre plus facilement en télé, ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on y apporte la caution d'auteur. Et peut-être que, parce que le genre est très anglo-saxon, il est très apprécié du côté des Anglais ou des Américains. Il y a une vraie littérature qui existe, fantastique, horreur, enfin ce genre de choses là-bas. Et par contre, en France, on est de l'école polar classique. Et donc du coup, j'ai dit si on y apporte et si on confie par exemple un concept qu'on imagine, donc en l'occurrence là, c'est Sable Noir, un village. Tous les 4 novembre, une tradition séculaire dont on ne connaît pas vraiment les raisons pourquoi, qui dit que tous les 4 novembre, si les gens sortent de chez eux, une malédiction s'abattra sur eux. Partant de ce concept-là, forcément, il y a toujours des gens qui sont des touristes égarés, des gens qui veulent braver l'interdit et qui vont forcément aller à Sable Noir. Et donc de ce concept, j'ai demandé à des auteurs, donc par José-Louis Boquet, de trouver des auteurs de romans qui feraient des nouvelles. Et l'idée était donc, et c'est en fait là où l'intervention cross, trans, plurimédia intervient de ma part, c'est que l'idée était donc pour cautionner le genre et pour que ça passe mieux, on est allé voir en fait des diffuseurs avec des noms d'auteurs. En l'occurrence, je ne citerai pas tous, mais il y avait déjà dans la première saison Jean-Bernard Pouilly,
Pierre Pelot. Ça, c'était dans la deuxième, ouais, Pierre. Et donc, on avait des noms qui avaient une certaine notoriété et avec des nouvelles, et on a décidé de confier l'adaptation de ces nouvelles à des metteurs en scène de cinéma. Alors, est-ce qu'il y avait un directeur d'écriture qui harmonisait les différentes interventions Oui, c'était José Louis. José. C'était José Louis. Qui est éditeur chez Dupuis par ailleurs, donc il n'y a pas de hasard. Absolument. Et en fait, la première saison, il n'y avait pas Dupuis. Et ça a bien marché. Donc du coup, l'idée était donc de mettre les nouvelles, donc on a édité chez Flammarion, et la diffusion télé et les DVD édités par ailleurs chez Studio Canal, tout ça en même temps, pour créer une sorte d'émulsion auprès du consommateur et donc du spectateur ou du lecteur, enfin bref, et donc trouver une sorte de cross-marketing. Au départ, c'était vraiment apporter la caution genre. Ça a marché, du coup, José Louis m'a dit mais pourquoi n'étendrions-nous pas le principe aussi à la bande dessinée? Et en l'occurrence, il m'a donc présenté Louis-Antoine, et on a reproduit l'exercice en y rajoutant ce média. Donc on a refait de nouveau un livre chez Flammarion, un DVD, la diffusion télé, et une bande dessinée, enfin 2 tomes de bande dessinée, et où là encore, on a... alors dans chaque secteur, et après je laisserai la parole à Louis-Antoine, mais dans chaque média, l'idée d'écriture était vraiment sur ce concept. On a donné ce concept aux auteurs de romans qui ont chacun fait leur nouvelle, et à partir de là, les auteurs, scénaristes, films, adaptaient leurs propres films comme ils le voulaient, et pareil en bande dessinée, où là, Louis-Antoine a supervisé des talents qui ont eux-mêmes fait créé leur propre univers autour de Sable Noir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ces 4 médias qui existent. Alors, on regarde des images, peut-être. Oui, il y a un trailer. Baissez la lumière, s'il vous plaît. Accrochez-vous un peu quand même. Alors, Louis-Antoine, tout à l'heure, Thomas Cadenne parlait de BD Novella. Chez vous, on va parler de saison. Il y a une forte influence de la télévision, il me semble, sur la BD ces derniers temps. Oui, en fait l'idée c'était d'avoir de croiser des genres, et c'était ce qui était excitant à la base. C'était de pouvoir être sur de se regarder en fait entre les gens de la... Je vais essayer de revenir en arrière. Hop, ça avance trop vite. Encore une fois la technique. Bon, c'est pas grave. Donc on croisait en fait quand Laurent est arrivé avec ce projet par l'entremise de José Louis, c'était vraiment de se dire on va faire des créations parallèles. Donc c'est là aussi les termes cross-trans beaucoup évoqués là depuis hier. Moi j'ai pas l'impression de me situer tout à fait là-dedans, parce que l'idée c'était de travailler avec des auteurs avec un projet de création à la base, même s'il y avait des créations qui s'enchaînaient les unes les autres, mais à chaque fois travailler avec des auteurs et des créateurs.
Et s'il y avait simultanéité, l'objectif c'était d'une simultanéité en termes de lancement, presse, marketing. Et un cross-marketing en tout cas. C'est plus du cross-marketing que du cross-création en fait. Pour moi la création, c'est des créations simultanées en fait. Je vous présente un peu le... Oui. Donc voilà, donc c'était la deuxième saison de Sable Noir, c'était Vampire, 6 nouvelles, 6 films, 6 bandes dessinées. Ça c'est le principe un peu des diffusions. Un petit pitch commun pour toutes les histoires, le fameux village de Sable Noir, les 6 stars écrivains. Ouais, je sais pas. Donc les 6 écrivains, je vais peut-être les citer voilà, rapidement. Anne Scott, Colin Thibert, Pierre Pelot, Caril Ferret, Brigitte Aubert, Thierry Jonquet. Et donc ces 6 écrivains, à chacun, à partir du même point de départ, ont donc le fameux village de Sable Noir. Ils ont chacun écrit une nouvelle. Donc ça, voilà, c'est la première création, c'est les 6 nouvelles en fait qui existaient en parallèle. Et puis de ces 6 nouvelles sont venus 6 films. Qui, voilà, comme l'expliquait Laurent, en fait, c'est Laurent voilà, qui a recruté des équipes, des castings, et donc ces 6 films, c'est des moyens métrages, enfin une trentaine de minutes à peu près, même si les durées varient en fait entre les différents films, mais il y avait quand même cette idée de format qui n'était pas tout à fait celui d'un long métrage, qui était plutôt celui d'un film court. Et donc nous, on est arrivé sur les bandes dessinées avec cette même idée en fait. D'être sur un format, un demi-format en fait. Donc moi j'ai commandé des histoires de 24 pages aux 6 équipes d'auteurs. Et alors que je pensais que c'était un peu mission impossible, parce qu'au début il y avait des délais, vraiment il fallait faire quasiment en 6 mois ou un petit peu plus en fait, trouver 6 équipes et faire ces 24 pages. En fait j'ai été surpris en bien par l'excitation que ça pouvait procurer, donc des auteurs qui arrivaient et qui étaient intéressés par ça et qui se trouvaient disponibles. Alors le format court permet ça, même si 24 pages quand même pour en bande dessinée c'est pas une petite histoire de 3 ou 4 pages. C'est l'équivalent d'un comic. C'est l'équivalent, tout à fait. L'idée c'était d'être sur un format un peu international. Un format, voilà, le chapitrage d'un comics ou d'un manga, être sur l'équivalent. Donc il fallait à la fois trouver des gens, comme le soulignait Laurent, qui étaient des amateurs de genre, donc qui aimaient le fantastique, le thriller, l'horreur, et qui n'avaient pas peur de se frotter à ce genre de choses-là. Il fallait aussi des gens qui étaient capables aussi de travailler en équipe, c'est-à-dire, et en partenariat, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problème sur je ne suis pas l'inventeur de l'idée originale, mais simplement je vais prendre une idée et je vais à mon tour, avec ce principe de carte blanche, en faire ma propre version, ma propre vision. Donc c'est pour ça vraiment que j'insiste sur le terme de création. Et une fois qu'on leur donne en fait, qu'on encadre quelque part le périmètre auquel on peut leur donner totale liberté, il y avait c'est parti voilà après quasiment je dirais comme sur des roulettes en termes de création et de production croisée. Alors c'est une équipe internationale aussi, puisqu'on y trouve des signatures aussi bien américaines qu'espagnoles. Oui, ça c'est une autre contrainte que je me suis rajoutée en fait, qui était voilà, la bande dessinée franco-belge, mais comme on avait ce chapitre, et puis comme le genre c'est quelque chose d'un peu effectivement assez anglo-saxon, donc ça m'a donné envie d'aller solliciter des auteurs avec qui j'avais des petits contacts, mais avec qui justement j'ai pu pousser le bouchon. Donc Steve Lieber, qui est un auteur de comics qui a fait Whiteout, entre autres aux États-Unis, Dave McKean qui nous a fait la très belle image finale de couverture en fait pour faire la double couverture des albums, puis des auteurs de France, d'Italie, d'Espagne aussi, un jeune talent Guillaume March qui vient d'Espagne, très très doué. Mathéo. Donc voilà, donc 6 équipes, voilà, ça c'était une contrainte supplémentaire, c'était le jeu des contraintes peut être aussi amusant pour un éditeur. Donc il y avait vraiment cette idée et ce plaisir de jouer en fait. Il y avait quelque chose de très très ludique dans l'expérience. Et puis avec une fascination aussi, moi que j'ai observé réciproque, c'est-à-dire que quand il y a les premières réunions chez un producteur, dans les bureaux de chez Canal, voilà, on se dit waouh, quand même pas mal, c'est classe quoi. Et l'inverse c'était vrai en fait, c'est-à-dire que les gens de chez Canal ou Laurent disaient waouh, en bande dessinée, mais on va voir un livre avec à la fin. Enfin, donc il y avait vraiment ce côté fascination réciproque était vraiment réel dans les échanges qu'on a pu avoir ensuite.
Donc voilà, ça c'était des exemples de maquettes intérieures. On a voulu montrer justement comment les choses pouvaient se recroiser et comment, alors que les auteurs n'étaient pas du tout partis sur les mêmes... avec les auteurs des bandes dessinées n'avaient pas vu les films et vice-versa. Parfois il y a des choses très très semblables, quasiment même des plans qui ont été les mêmes entre les versions. Puis même au niveau sémantique, on revient au cinéma, puisqu'on parle là de making-of. Voilà, c'est ça. On a utilisé à la fin de chaque album, en fait, on a utilisé vraiment le terme de making of pour montrer en fait derrière les rideaux et la cuisine un peu des créations. Puis en montrant à chaque fois chaque nouvelle en bande dessinée, j'ai voulu l'introduire par la première page extraite de la nouvelle originale. Donc vraiment pour continuer ce croisement en fait entre les trois univers jusqu'au bout en fait. Et au final, voilà, ça donc donne 2 albums de 96 pages. Donc on est retombé sur un format qui est le format classique, cartonné, grand format. Même si on avait évoqué un temps justement l'idée de faire des comics ou des choses comme ça, mais là on s'est heurté à un marché qui est très très conservateur, comme celui de la bande dessinée francophone, et voilà, là on serait allé dans le mur vraiment, on l'a senti si on avait voulu partir sur des formats de livres ou de comics plus originaux. Il va y avoir une suite à cette expérience? On espère avoir une suite, je pense. On parle avec de beaucoup de choses avec Laurent dans la collaboration. Par contre, voilà, pour dire, voilà, montrer aussi les aspects positifs, les aspects négatifs. Et puis, je pense que Laurent, on en a parlé un peu. On avait envie de faire aussi un écho à l'expérience malheureuse du jeu sur DS hier, où il y a comme ça un point de départ avec des créateurs qui sont assez enthousiastes et des éditeurs aussi. Et qui se heurtent tout d'un coup des fois à un mur. Donc nous on n'a pas eu le mur complet puisqu'on a pu faire les choses. Enfin, les livres existent, les bandes dessinées existent, les films existent sous forme de DVD. Mais par contre en fait on faisait face à des logiques très très différentes. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles existaient déjà évidemment parce que c'était le point de départ. Bande dessinée, on s'était attelé très vite à la tâche et puis les auteurs devant enchaîner des projets. Enfin on a réussi finalement en fait, dans un délai assez raisonnable à faire ces 6 histoires. Et puis il y a eu plus de difficultés finalement en termes de diffusion à la fin, qui a été retardée X fois, et qui fait que l'opération... Diffusion en librairie ou à la télé? Diffusion télé, là je parle de la diffusion télé. Et donc il y a eu tout l'effet de simultanéité et de présence en fait finale n'a pas eu lieu comme on l'a voulu en fait. Les différents supports, les différents médias sont sortis, mais sans avoir en fait sans faire le grand feu d'artifice qu'on espérait faire. Voilà, donc ça c'était et aujourd'hui effectivement l'expérience, c'était une excellente expérience. Mais pour dire ce qui est, c'était pas non plus, ça n'a pas été une formidable réussite en termes de lectorat ou d'audience. Alors peut-être Laurent, je sais pas. Non, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ensuite, parce qu'il faut que j'avance dans la présentation. On va, si j'ai bien compris, le jeu vidéo, il y avait une tentative de jeu vidéo qui n'a pas bien fonctionné, c'est ça? Pas du tout. Voilà. On n'a jamais évoqué le jeu vidéo, pas de mon côté en tout cas. Donc, malheureusement. Alors, on va passer à Goran. Comment on prononce? Branchik? Vrobancic. Comme s'il y avait un E, mais il n'y en a pas. Sinon, c'est imprononçable. D'accord. Excusez-moi. C'est le drame de ma vie. Alors, vous êtes président de Technéo. Technéo, au départ, est un éditeur de jeux vidéo, un développeur de jeux vidéo. On est studio de jeux vidéo au départ, oui. Ouais. Et puis là, vous êtes mis à la BD. Expliquez-nous, racontez-nous. En fait, un peu par la force des choses, puisqu'il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a eu un cataclysme en termes d'économie. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite crise boursière, comme tout le monde le sait. Et suite à ça, nous, petits studios de développement de jeux vidéo, on a subi les contre-coups en termes d'édition, puisque les éditeurs nous ont retiré les projets un par un. Nous, à l'époque, on développait 5 jeux vidéo en même temps. Et en l'espace de 2 mois, les 5 ont été retirés. Donc un peu par la force des choses et par l'arrivée des nouvelles technologies, notamment tout ce qui était iPhone, iPod, et tout ce qui était aussi dématérialisation des jeux, tout simplement, comme sur la DS avec le DCiWare ou sur la Wii avec le WiiWare, on s'est lancé tout simplement dans l'aventure de l'édition.
par la force des choses. Donc on est toujours resté studio de création de jeux vidéo, mais on s'est transformé un peu en... Je vous cède la place, vous avez quelque chose à nous montrer? Ouais, oui, enfin il y a une présentation, mais bon, c'est pas tellement ça qui est important. Moi je voulais vraiment aujourd'hui montrer ce qu'on fait en termes de, pas de cross-média, mais de transmédia, c'est-à-dire qu'on fait de la BD sur différents supports avec un travail des auteurs en amont. C'est-à-dire qu'ils vont penser les BD pour qu'elles soient diffusées aussi bien sur du net que sur du papier, que sur de l'iPhone, qu'en vidéo. Voilà. Donc ça, c'est un travail préalable fait avec les auteurs. Donc pour revenir, vous m'avez complètement cassé mon fil. C'est pas grave. Alors, donc ce que je disais, je vais revenir en fait à la présentation de la société. Donc nous on a changé de nom en 2009 pour marquer le coup, c'est-à-dire qu'on s'appelle Technéo parce qu'on met en avant des technologies nouvelles. Enfin, on essaye en tout cas de faire beaucoup de R&D pour innover, pour trouver de nouveaux moyens de présenter nos productions. Et donc on a un petit credo qui est on fait de l'original content. Maintenant, ce sont des contenus originaux, donc en français, ce qui veut dire qu'on va éditer des choses qui sont de la création pure. On ne s'intéresse pas à éditer, pour l'instant en tout cas, déjà de grands auteurs qui sont édités par ailleurs. On essaie vraiment de travailler avec des jeunes auteurs qui ont travaillé déjà aussi avec des maisons d'édition classiques, mais dans le sens où on veut vraiment créer quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire on va se situer entre la BD et l'animation. C'est-à-dire vraiment, c'est de la BD animée, c'est plus de la bande dessinée, c'est de la bande animée plutôt. Oui, il y a du son, il y a des voix. Il n'y a pas de voix parce que c'est des contraintes de production énormes, la voix, puisque nous, on a l'ambition de traduire les BD en plusieurs langues, puisque les médias maintenant sont tous connectés à Internet, et il nous paraissait dommage de diffuser ça seulement dans les pays francophones. Donc on est en train de travailler sur une technologie qui nous permet d'ajuster les bulles automatiquement en fonction de la langue qui va être traitée, puisque forcément les bulles... le texte qui est à l'intérieur en français, ça donne une certaine taille, mais en allemand, il y a certains mots qui font 15 km de long, et donc du coup, faut trouver une parade. Donc d'ici la fin de l'année, on aura cet outil-là qui nous permettra d'adapter facilement les BD dans différentes langues. Qu'est-ce que je disais avant? Alors vous avez concrétisé comment ça se concrétise comment? Vous avez fait quelles histoires? Parce que effectivement, donc il y a certains auteurs réputés. J'ai vu passer par exemple François Cortegiani, qui est quand même un scénariste très connu dans le monde de la BD. Qui a bien voulu nous faire confiance, effectivement. Voilà. Il y en a d'autres, enfin Jean-Jacques Dialowski aussi, qui a bien voulu travailler avec nous. Enfin, ce sont juste des gens qui ont adhéré à notre... Qui a travaillé pour Marvel, notamment, DC Comics. Ouais. Donc il a adhéré tout simplement à notre idée. Donc le produit, c'est vraiment de donner une nouvelle dimension à la BD. Ce qu'on voulait, c'est que... Alors on est passionné de jeux vidéo dans la boîte, on est passionné de bande dessinée. Donc j'entendais tout à l'heure notre ami qui disait qu'il était tombé dans les jeux vidéo à 7 ans. Nous c'est pareil, on est tombé dedans quand on était petit, c'est comme Obélix. Les BD c'est pareil, enfin on est tombé dedans quand on était petit, et donc à un moment on s'est demandé est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à faire entre les deux tout simplement. Et donc nous comme on est issu du jeu vidéo, pour nous tout ce qui est animatique, intégration de son, création de musique, enfin sonorisation, je parle de sound design ou de bruitage si on parle d'animation, enfin ou de film, et donc on s'est demandé est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire entre les deux pour donner une nouvelle dimension, une nouvelle vie à la BD, vraiment. Et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a essayé de trouver... Alors où est-ce qu'on peut les voir, vos BD? Alors les BD, on peut les voir soit sur notre site nomadbook.com. Là c'est pour la plateforme internet, mais c'est pas celle que je veux mettre en avant le plus. C'est vraiment les plateformes iPod, iPhone, parce qu'on a vraiment voulu que la BD soit quelque chose de nomade. Pour la petite histoire, ma femme va être contente, je vais encore parler d'elle. Moi quand je pars en vacances, je peux pas me passer de mes BD, j'en prends toujours 7, 8, 9 ou 10, parce que de temps en temps à la plage c'est sympa de lire une BD, et donc ça prend de la place dans la valise. Et donc forcément elle n'est pas contente. Donc avec nous, notre solution avec l'iPod, on est vraiment nomade. On peut transporter tout simplement toutes les BD que nous on produit en tout cas sur un tout petit appareil qui est l'iPhone ou un iPod. On met un casque, on s'assoit où on veut, à une terrasse ou à la plage ou chez soi, même dans un canapé. Et on va vivre une expérience complètement nouvelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des images qui apparaissent,
mais elles n'apparaissent pas forcément simplement. Il y a une vraie mise en scène qui est derrière, c'est-à-dire qu'on fait un travail, on utilise les cases qui sont fournies par les auteurs et on va les remettre en scène complètement pour servir le propos de l'histoire. C'est pas juste des fade-in, fade-out ou des transitions juste pour faire joli, on va dire. Ça a vraiment un intérêt en termes de narration. Voilà. Je peux montrer un exemple si vous voulez, ce sera plus simple. Est-ce que ces BD existent aussi sur papier ? Elles existent aussi sur... Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, on demande à l'auteur un travail en amont, c'est de réfléchir. Nous, on lui dit, la BD sera éditée au format papier, je le prouve. On fait des petits recueils, comme ça, on essaye de les... Qui sont diffusés comment ? Qui sont diffusés essentiellement sur les salons, puisque c'est du recueil promotionnel. Un jour, on essaye de discuter avec les maisons d'édition classiques pour essayer de faire ces recueils payants, disponibles dans toutes les bonnes librairies, on va dire. Et donc on leur demande de travailler. Vous avez des éditeurs pas loin ici. Oui, je sais. J'y travaille. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande effectivement, on leur dit, voilà, il y aura du papier, il y aura du web, il y aura de l'iPhone. Alors une page A4, c'est pas la même taille qu'un écran d'iPhone. Donc on leur dit souvent, ils nous font de superbes images, de superbes cases. On leur dit, attention, vous prenez peut-être un peu trop de temps parce que sur un affichage iPhone, on ne verra pas forcément tous les détails. Donc ce sont des contraintes qui sont claires pour tout le monde dès le départ. Et eux vont travailler vraiment en fonction de ces contraintes et nous fournissent un travail qui est juste génial. Parce qu'ils ont compris la chose. Donc une fois qu'ils nous ont fourni les images, nous on va faire tout le travail de remise en scène. Ce que j'appelle la mise en scène, c'est la transition des différentes cases pour servir le propos de l'histoire. On va rajouter du sound design, donc du bruitage, tout simplement, parce que quand on voit dans une case un personnage marcher, moi j'aime bien entendre ses pas. Voilà, c'est juste, donc on va faire les pas, on va l'entendre, on va vraiment donner une dimension nouvelle en fait à la BD. Et comme c'est pas suffisant, parce que je suis un peu perfectionniste sur les bords, je demande à des musiciens vraiment qui en plus travaillent ici à Angoulême, donc c'est génial, de nous faire des thèmes originaux qui sont dédiés à telle ou telle BD. Vous êtes basé à Angoulême ? Non. Enfin, Techno est à Paris, mais moi je vis ici. D'accord. Voilà, parce que j'aime bien Angoulême. Et donc je travaille avec des gens d'Angoulême, forcément, puisqu'ils sont à proximité, mais la boîte est basée à Paris. Et donc voilà, donc ça crée un tout qui mêle de l'image, de l'animation, du sound design, de la musique, et ça donne une vraie identité nouvelle à la BD qu'on va présenter. Donc, alors nous on n'est pas du tout dans l'exclusion d'un média vis-à-vis de l'autre, ce sont vraiment des médias complémentaires pour nous. C'est pas parce qu'on va avoir une version BD d'une histoire qui est juste, on va dire, statique et qui a un intérêt certain, puisque moi aussi je suis attaché au papier, je suis attaché à l'odeur du papier, prendre du bon temps quand on lit une BD, mais il y a aussi la technologie qui va nous apporter la dimension sonore, qui va nous immerger complètement dans le propos que l'auteur a bien voulu dire. Voilà. Donc alors, je pense que le plus simple c'est de le montrer, parce que là je vous ai fait une vidéo en fait de ce qui s'affiche sur un iPhone, parce que si je vous fais l'iPhone tout seul, ça va pas aller. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la vidéo et je vais aller à la caméra pour vous montrer ce que ça, c'est pas vraiment de quoi on parle, c'est les deux médias en même temps, et vous allez voir ce que donne en fait la BD animée à partir d'une BD normale. Voilà. Donc, je vais juste vous demander de lancer ce fichier-là. Et moi, on va attendre que vous soyez arrivé là-haut. Ouais, on va pas lancer toute la vidéo parce qu'elle dure un quart d'heure. Mais on la coupera, vous inquiétez pas. Je reviens. Vous pouvez faire le noir en régie ? Merci. C'est bon ? On va pouvoir lancer la vidéo là. C'est exactement ce que vous aurez aussi sur l'iPhone. C'est une capture de l'iPhone en fait.
Voilà, est-ce que ça suffit pour montrer le principe? Oui. Est-ce qu'on peut moduler la vitesse de lecture ou pas? Complètement, c'est-à-dire que sur l'iPhone, c'est du tap-to-tap. Vous avez deux modes. Soit vous choisissez de le lire en mode automatique, vous vous laissez guider, c'est-à-dire que vous asseyez, vous mettez votre casque, et ça se passe exactement comme ça. Soit vous voulez votre propre rythme de lecture, et là, il suffit juste de tapoter sur l'écran pour passer à la séquence suivante. Et il y a bien sûr des réglages où on peut régler la vitesse de défilement pour les gens qui lisent plus ou moins vite, en mode automatique. Je pense qu'on va arrêter là. Merci Goran. On peut remettre la lumière. Merci. On va passer à quelqu'un qui fait un travail, on va dire, assez proche, même si vous vous positionnez plus comme un développeur de techno, de lecture de BD sur support nomade. Oui, bonjour. Claudia Zimmer, pardon. Donc de Aquafadas, la société Aquafadas, qui a développé le portail AV Comics, où on peut lire des tas de BD sur iPhone et sur iPad également. Android et BlackBerry aussi. Donc nous, Aquafadas, c'est une société qui est à Montpellier, au soleil, c'est sympa aussi. On vient du développement logiciel, donc développement Mac. Et on a eu l'idée de s'intéresser à la bande dessinée en 2006. À l'époque, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas d'iPod, ou il y avait le vieil iPod qui n'avait pas d'OS, la grosse molette blanche et juste la capacité de jouer des vidéos, mais la PSP venait de sortir et donc l'intuition que bientôt il y aurait des écrans de très bonne qualité qui permettraient d'apprécier en fait la richesse du dessin de la bande dessinée. Alors évidemment au Japon il y avait beaucoup de choses déjà, mais sur un dessin qui est beaucoup plus simple. Et sur les vieux téléphones, les essais de bande dessinée qui avaient été faits ne fonctionnaient pas. Donc on a commencé à développer sans savoir exactement sur quel écran on allait finir. Et aujourd'hui, c'est sans doute un de nos avantages, puisqu'on a dû créer une technologie qui était agnostique. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on essaye de donner... C'est un joli terme, hein, technologie agnostique. L'idée, c'est de pouvoir donner une expérience de lecture la meilleure possible, quel que soit le téléphone, quel que soit l'écran, donc le web, les tablettes, le téléphone, en se mettant quand même une limite sur des téléphones qui aient un écran de qualité suffisante, puisqu'on est dans le divertissement, et si j'ai pas de plaisir, je n'achèterai qu'une seule fois. Donc là, les contraintes de qualité ont été super fortes. On peut regarder des images, Claudia ? Oui, alors je vais passer à côté. Alors, on se développe sur deux axes. Il y a un axe de création, on travaille en collaboration avec des éditeurs, et il y a un deuxième axe qui est la transposition du contenu déjà existant. On est sur un marché naissant avec des chiffres qui croissent et qui croissent beaucoup depuis la sortie de l'iPad, mais on avait aussi cette volonté de rester dans des modèles économiques réalistes où on ne promettrait pas à des jeunes auteurs qui vivraient dès le départ d'une version qui serait purement numérique. Donc, on est dans une démarche où on a envie de travailler en collaboration avec des éditeurs, avec des auteurs. Nous, on est provider de technologie et l'idée, c'est que chacun vienne avec ses compétences, sa créativité et que ces choses-là soient mêlées. Je vais vous montrer un projet qui a été fait avec Tel France sur un projet de Manhwa. C'est un peu particulier, donc là c'est un des projets que je place dans la catégorie création. Alors, play. Alors là c'est un documentaire, c'est un concours, c'est un manhwa qui sera publié en papier.
Et c'est des épisodes en fait qu'on peut acheter sur iPad ou iPhone également. Alors, Manoa, ça veut dire que c'est un auteur coréen qui dessine, qui crée. Et c'est une coproduction avec Tel France. Alors il y a un packaging particulier. Ici, on a un mélange entre du dessin classique et de la vidéo. Il y a une composante de son aussi, donc c'est effectivement assez proche de ce que vous avez vu tout à l'heure. C'est vraiment un mélange de film et de BD, là. Voilà, alors, ça, c'est un projet particulier. Les BD classiques sont pas traités comme ça. C'est dès le départ l'éditeur qui est venu nous voir et on a trouvé ensemble les solutions techniques qui lui permettaient de réaliser ce qu'il voulait faire. Notre propos, il n'est pas éditorial. On fait des choses en fonction du désir de l'auteur et de l'éditeur. Et notre vocation, en fait, c'est de rendre les choses possibles. Alors, je vais vous montrer un autre projet qu'on vient de sortir. C'est un projet que j'aime énormément. Ça s'appelle « Ça ira mieux demain ». C'est pas de la BD, c'est du dessin de presse. Et l'idée de ça ira mieux demain, c'est de permettre aux auteurs de dessins de presse d'amener leurs dessins en temps réel aux utilisateurs. Et c'est sur iPhone, c'est sur iPad et c'est aussi sur BlackBerry, puisque sur le dessin de presse, on a évidemment un public à la Défense qui est souvent équipé de BlackBerry. Là, on a créé une plateforme de publication pour une quinzaine d'auteurs. Alors, il y a Plantu, il y a Aurel, il y a Gros, il y a Tinius, Jules, Gio, enfin, des noms assez sympas. La problématique de ce projet, c'était de permettre le temps réel, de traiter des problématiques de censure. Aujourd'hui, sur la plateforme Apple, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Or, un auteur a envie d'être libre. Donc, on a dû créer des mécanismes pour contourner la censure de Apple, pour permettre d'avertir l'utilisateur du fait qu'il y a un dessin créé par un des auteurs qui est disponible, mais qui n'est pas disponible sur l'iPhone, pas directement. On a aussi dû introduire des mécanismes de conseil. Quand on crée des dessins de caricature, il y a des soucis, il peut y avoir des soucis juridiques derrière. Et donc on a mis en place un service d'avocat qui, dans le cas où l'auteur a un doute, peut visualiser le dessin et donner un indice de risque. Donc ça, c'est des choses qui, en fait, vous avez créé un petit organe d'autocensure, quoi. Alors l'avocat donne son avis. Alors c'est un avocat qui est à Montpellier et qui travaille aussi pour des journaux qui sont dans l'opposition contre Fresh. Donc c'est quelqu'un qui est hyper entraîné. C'était une demande qui est émanée petit à petit au moment où on montait le projet. C'est des auteurs qui nous ont dit mais comment est-ce qu'on gère ça. Ensuite, chaque auteur fait son choix. Ouais. J'avais oublié de dire qu'il faut éteindre les portables. Alors ça ira mieux demain, on est dans l'opposition du projet que je vous ai montré tout à l'heure. C'est extrêmement simple, c'est un dessin qui est fixe. Chaque jour, on reçoit en fait les 5 à 10 dessins. On les reçoit par push. Donc vous êtes en réunion, vous recevez sur votre iPhone une petite notification, nouveau dessin d'actu, vous cliquez et vous avez ce dessin.
Les dessins peuvent être classés par catégorie, donc il y a des sujets, économie, finance, sport. Ils peuvent être classés par auteur. Quelqu'un qui achète l'application Ça ira mieux demain peut s'abonner à certains auteurs. Donc c'est payant tout ça. Alors c'est payant, ouais. L'idée c'est quand même de rémunérer les auteurs. Alors je sais que c'est pas vraiment à la mode, mais apparemment sur iPad et sur iPhone, ça passe plutôt bien. Alors, il y a un abonnement de 1 mois à 2,39 € et ensuite vous choisissez, vous pouvez vous abonner pour 1 mois à un auteur pour 79 centimes, à 3 dessins au hasard pour 1,59 € et à l'illimité, ce qui représente à peu près 150 dessins de presse, à 3,99 €. Alors, vous avez d'autres expériences sur Aquafadas, Oui, notamment alors, donc avec Comics. Je vais peut-être vous montrer juste le site. Alors là, le site, c'est beaucoup plus classique. Alors,